Il y a quelques années de cela, une députée du Parlement ivoirien avait suggéré l'idée de payer les employés de maison sur la base du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Une simple vocation d'une idée qui a suscité une levée de boucliers. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui se sont opposés à cette idée. Quels sont les droits des employés de maison ? Comment se choisissent ou devraient être choisis les employés de maison? On en parle ce soir avec trois invités. Valérie Kouassi, elle est présidente du syndicat national des travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire. Ulrich Djeh, inspecteur du travail. Et Chantal Ayemou, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici ce soir, on a beaucoup de plaisir à recevoir Marie Jo. Elle est passée, c'est une voix incontournable des pianos-bars d'Abidjan. Et ce soir, elle nous reprend deux titres sur la scène de la télé d'ici pour se répéter. When You Were Young de Adele et Moa de Feu Mossi. À la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle essentiellement des droits des employés de maison. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir Valérie Kouassi, elle est présidente du syndicat national des travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Pourquoi vous avez créé ce syndicat ? Nous avons créé ce syndicat parce que, étant seul, moi je suis sans voix. Donc on a créé ce syndicat pour que beaucoup de personnes faisant le travail domestique sachent que ce que nous faisons est un travail comme tout autre. Vous dites ce que nous faisons parce que vous êtes toujours employé de maison à ce jour. Oui. D'accord, très bien. Ça fait combien d'années que vous le faites? Beaucoup d'années. Hein. Beaucoup d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. D'accord, très bien. Ulrich Djeh, bienvenue. Merci. Vous êtes inspecteur du travail. Oui. C'est quoi le rôle d'un inspecteur du travail? Il inspecte tout ce qui se passe dans les foyers? Il n'est pas dans les foyers forcément. Bon, d'accord. Mais il essaie de voir comment la législation du travail peut être appliquée efficacement. Et cette inspection, elle est valable partout? Est-ce que la loi qui régit donc le travail s'applique partout ou est-ce qu'il y a des exceptions? Non, il n'y a pas d'exception. Et puis, heureusement ou malheureusement, on n'a pas de législation particulière pour le travail domestique. D'accord, très bien. La législation est très générale, donc voilà. OK. À vos côtés, Chantal Ayemou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Ça ne fait pas un réseau de trop? Non, quand on voit un peu les problèmes qui minent les différentes couches sociales, notamment les femmes et les enfants, je ne pense pas que ce soit un réseau de trop. D'accord. La preuve en est que c'est le RIDEF qui a révélé la situation des travailleurs domestiques. OK. Donc c'est une raison de plus. Absolument. En tout cas, merci de répondre spontanément à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, Princesse. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. D'accord, vous nous avez sorti une sorte de... Pas du carreau de Vichy, mais bon, c'est pas très loin. Mais ça va, c'est pas mal. c'est pas mal. Alors, quelle est la question donc à Ulrich Djeh, quelle est la situation aujourd'hui des employés de maison, plus généralement? Est-ce que les choses se font dans les règles de l'art, comme la loi l'impose, ou quel est le constat que vous faites? On se retrouve dans une problématique qui est difficile parce que c'est les domiciles. Et la gestion d'un domicile a cela de particulier qu'on ne peut pas y regarder de près. Donc, ce qui se passe dans les domiciles reste dans les domiciles. D'accord. Donc, entre quelques-uns qui font l'effort de traiter le personnel domestique comme tout travailleur ou comme très souvent des
familier et donc avec le traitement humain qu'il faut. Quand vous dites le familier, ils sont acceptés, ces travailleurs ou ces travailleuses, comme des membres de la famille? De la famille, voilà. Dans les faits? Dans les faits. D'accord. Contrairement à cela, on a d'autres cas où on a malheureusement de la maltraitance, on a des conditions de travail exécrables. Et on va dire, ce n'est pas toujours évident de voir cela quand on n'est pas dans le domicile. Que dit la loi en la matière? La loi protège tout le monde. Comme je le disais d'entrée, il n'y a pas une législation spécifique pour le travail domestique. Donc les conditions de travail des travailleurs domestiques devraient être les mêmes que tout salarié en entreprise ou quelque part dans... Ça veut dire qu'il faut déclarer un employé de maison? Des droits particuliers, il n'y en a pas, c'est des droits généraux. D'accord. Donc quand on a un travailleur domestique, il faut le déclarer. Oui. Donc le déclarer à CNPS, c'est payer toutes les charges fiscales et sociales liées à cela. En plus, il faut qu'il puisse travailler dans des conditions qui lui évitent de faire des accidents. Il y a des horaires de travail qui doivent être respectés. D'accord. On a 56 heures de travail en principe pour le travailleur domestique, un peu comme dans le secteur du gardiennage. Donc on veut dire... Pardon, mais si vous dites 56 heures, ça veut dire que c'est quand même encadré? Oui, c'est encadré. Oui, légalement. C'est encadré. D'accord. Depuis le premier jour de la semaine jusqu'au 6e jour, on devrait pouvoir comptabiliser 56 heures. D'accord. Il est clair que même étant à domicile, le travail domestique devrait avoir un jour de repos, c'est-à-dire 24 heures continues de repos. D'accord. Il devrait bénéficier de congés payés comme tout salarié. Mais c'est une véritable gageure. Est-ce que quand le travailleur dort finalement chez son employeur, c'est comptabilisé dans les 56 heures ou pas? On va dire il y a du temps de travail qui devrait être clairement défini. D'accord. Selon la spécificité de la maison, on devrait pouvoir savoir que de telle heure à telle heure, elle sera occupée. Si on a une maison avec des enfants, on sait que dès le réveil, jusqu'à ce que tout le monde parte, ça donne un certain nombre d'heures au cours desquelles elle sera occupée. Après, s'il y a un retour à midi, il y a un certain temps où elle sera occupée. Et il y a un moment de pause qui devrait se faire, de sorte qu'au retour du boulot, de toute la famille et de l'école pour les enfants, elle puisse travailler et à un moment donné s'arrêter. D'accord. Parce qu'on sera à la fin. Le constat que vous faites sur le terrain, vous diriez en termes de proportion, combien de foyers respectent ces exigences légales? Vous voyez, notre économie est principalement informelle. C'est cela. Donc déjà, en partant de ce constat, on verra que dans les chiffres officiels pour les structures qui devaient être déclarées et pour les traitements normaux qui devaient être faits, on a à moins de 10% de notre économie. Donc quand vous répercutez ça dans les domiciles qui sont encore plus enfouis dans l'informalité, vous imaginez les proportions. D'accord. Chantal Ayimo, qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans ce combat? Faut dire que le RIDEF est une organisation qui travaille à promouvoir les droits des enfants et des femmes. Et à ce titre-là, nous avons mené, on va dire, des campagnes de sensibilisation par rapport aux violences qui sont faites à ces deux catégories de personnes. Et suite à ça, il y a des auditeurs qui nous ont appelés pour nous signaler le cas de maltraitance d'une petite fille de 12 ans qui travaillait dans une famille. D'accord. Ça, c'était en 2013. Ce qui n'est déjà pas normal. Elle a 12 ans. Voilà. Et c'est cette situation qui nous a menés à regarder de plus près ce qui se passe dans les différents domiciles. Et donc, en 2014, nous avons mené une enquête, une étude, pour voir un peu la situation, l'environnement de travail de ce personnel-là, qui travaille dans un environnement assez fermé, qui n'est pas accessible forcément à tout le monde. Et cette étude-là, effectivement, a permis à l'Assemblée nationale de légiférer en 2014 sur la loi que vous avez évoquée tout à l'heure. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je propose, pour un peu planter le décor, qu'on regarde ce reportage mené par nos confrères de TV5, un reportage France 24. De France 24, autant pour moi. Ce reportage, justement, qui revient sur la situation des employés de maison. On regarde, on revient juste après. Okay. Les bouchons d'Abidjan, terrain de jeu préféré, des vendeuses à la sauvette. Mineures pour la plupart, elles sont souvent envoyées mendier par leur employeur. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille de 9 ans. Elle m'a donné petit cola d'aller vendre. Ma patronne m'a demandé d'aller vendre des choses dans la rue. On m'a volé et j'ai perdu 300 francs CFA. Elle m'a dit que je l'avais volé, alors elle m'a frappé avec des fils électriques. Sa patronne avait convaincu ses parents de la lui confier, qu'elle allait s'occuper d'elle. Mais une fois arrivée à Abidjan, le cauchemar commence.
Moi, je dis, La dame avait dit qu'elle m'amènerait à l'école, alors que c'était faux. Moi, je voulais aller à l'école. À la place, je me levais à 5 heures, je nettoyais sa maison, je balayais. Je nettoyais la douche et les toilettes. Elle parvient à s'enfuir et trouve refuge dans ce centre de transit qui accueille une 50aine de jeunes filles. Car son cas est loin d'être une exception. Les trafiquants profitent souvent de la crédulité et de la précarité des familles dans les campagnes reculées. Et ces personnes vont demander à venir en aide, soit à la famille de l'enfant, en prenant l'enfant et en venant avec l'enfant en ville pour la scolariser ou la mettre en apprentissage. Mais malheureusement, une fois en ville, les choses changent. L'enfant ou bien la jeune fille est placée comme domestique. Brimade, abus sexuels, salaire aléatoire. Selon une étude datant de 2015, plus d'un tiers des travailleuses domestiques seraient violentées. Ces abus sont parfois comparables à de l'esclavage. Alors, Chantal Ayemou, on l'a vu donc dans l'élément, on parle d'abus, de violence, de fait sur les employés de maison. Dans le reportage, on parle d'un tiers. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ou Oui, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Effectivement, par rapport à l'étude que nous avons menée, un tiers effectivement de ce personnel-là subit des abus de tous ordres. Par exemple, j'ai signalé tout à l'heure qu'il y a des mineurs et l'étude a révélé effectivement qu'il y a des enfants qui sont effectivement employés dans des maisons. Nous avons, sur 100 personnels de maison, nous avons au moins 23 mineurs qui travaillent comme employés domestiques. Et vous convenez avec moi que la place de ces enfants-là, ce n'est pas dans des ménages pour être employés, mais plutôt à l'école. Donc, il y a ce problème. Et à côté de cela, il y a 35% de ces filles-là qui ont déclaré avoir subi des abus sexuels. Voilà, vous comprenez que ce type d'abus n'est pas forcément aisé à dénoncer, mais elles ont été promptes vraiment à nous en parler parce que, comme elle a signifié tout à l'heure, elles sont vraiment sans voix. Elles ne pensaient pas qu'on pourrait s'intéresser à leur cause. Et en plus de cette question de viol ou d'abus sexuels, il y a aussi, il en a parlé tout à l'heure, le fait que ce personnel-là ne soit même pas considéré comme des travailleurs. Donc, ne bénéficie même pas de ce qu'on appelle les repos, même hebdomadaires, à plus forte raison des congés annuels. Et le salaire, il est vraiment dérisoire. Ces mineurs sont payés? À l'époque, quand nous menions l'enquête, il était vraiment difficile. Très souvent, ces mineurs ne sont pas payés, ou même quand on doit leur donner quelque chose, c'est des personnes, c'est des tierces personnes qui passent pour prendre leur salaire. Ces mineurs ne sont pas... Effectivement, c'est la raison pour laquelle les familles, généralement, préfèrent utiliser des mineurs, parce que c'est des personnes innocentes, elles sont sans défense, donc elles ne font qu'obéir à ce qu'on leur demande de faire. Elles sont plus dociles, en fait. Valérie Kouassi, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé lorsque j'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. 16 ans, légalement, c'est mineur. Légalement, c'est mineur, mais ça peut travailler. Ça peut travailler, d'accord. Dans notre législation, on travaille à partir de 16 ans, mais avec la signature du contrat par les parents. D'accord. Jusqu'à 18 ans. D'accord. Vous avez été embauché comment, enfin, si je puis m'exprimer ainsi? Oui. J'étais à l'école à Boaké. Et mon père, je partais en classe de 5e. Mon père n'avait plus d'argent parce que je n'ai pas eu mon entrée en 6e. Et mon directeur a obligé mon père à payer l'entrée, à payer le collège parce que je n'étais pas nulle. Donc, il a payé une année, j'ai fait la 6e. Je partais en 5e, il dit qu'il n'a plus l'argent. Alors que j'étais dans une école privée. Donc, c'est comme ça qu'il m'a laissé. Et je suis venue chez mon oncle à Abidjan. Et j'étais obligée de faire le travail domestique. Et c'est à travers une cousine que j'ai commencé. Et quand je vais chez les gens, même, ils me demandent si je sais faire la cuisine. Je dis, je vais essayer. Si ça ne va pas, je vais... Vous avez commencé vraiment très jeune et tout. Et ça s'est plutôt bien passé ou... Pas vraiment difficile. Vous avez été confronté à quoi? Bon, des fois, quand je vais dans des familles, il y a, étant petite comme ça, il y a, le papa de la maison veut coucher avec moi et j'ai peur, je fuis, je vais à la maison. Et c'est comme ça, difficile.
C'était quoi votre objectif quand vous avez commencé ce travail? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais arrêter au bout de 2 ans après avoir épargné de l'argent? C'était quoi vos projets? Effectivement, quand j'ai commencé, moi, je ne pensais pas que je pouvais être dedans jusqu'à cet âge. Je pensais qu'à travers ce que je faisais, je pouvais arrêter un moment pour faire autre chose. Mais j'ai vu que, bon, je n'avais pas l'intention d'arrêter parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, je trouvais le travail qui m'allait. Donc, je continuais. Un moment, j'ai arrêté, mais après, j'ai repris encore. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté avec ce travail? Bon, au début, c'était difficile, mais maintenant, j'arrive à mettre l'argent de côté. Et vous avez une vie de famille en marge de ça? Oui. J'avais une vie de famille, mais bon, ça n'a pas trop marché. D'accord. Maintenant, je suis seule. Ça n'a pas marché, c'est lié c'est lié à votre travail ou non, rien à voir? Non, ce n'était pas lié à mon travail. Effectivement, j'étais dans un ménage avec un homme. D'accord. Il a eu même des enfants. D'accord. Et après, quand lui, son travail a marché, il a dit que non, lui, il ne peut pas être avec une servante, donc il ne me veut plus. D'accord. Riche, ça vous fait rire? Non, j'ai plutôt mal quand j'imagine tout le chemin, tout le parcours qu'elle a pu passer, parce qu'on va dire le travail de ménage n'est pas encore considéré comme du travail pleinement. Or, on sait combien cette activité-là nous aide, nous autres qui avons une activité rémunérée, qui sommes en entreprise, qui sommes dans l'administration, combien nous devons à ces personnes-là qui veillent sur nos familles au quotidien, qui s'occupent de nos enfants. Et quand on voit le traitement qui s'ensuit, ça fait toujours mal. Mais quelqu'un disait, OK, vous voulez bien qu'on paye les servantes comme il se doit, mais on n'a même pas, nous-mêmes, on n'a pas des salaires importants. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va dire ce que beaucoup n'ont pas compris. On a un effet boule de neige. Il faut une volonté politique réellement affirmée pour qu'on puisse aboutir à cela, parce que il y a des exemples de pays, notamment les pays latino-américains, qui, avec l'évolution et l'encadrement qui a été fait du travail domestique, a permis d'être une bonne base pour l'évolution de toute la société, parce que ça a fait un effet boule de neige qui a permis qu'avec le bon traitement qui a été fait au personnel domestique, ça a eu des incidences positives sur les familles et puis, après coup, sur l'ensemble de la société. Donc, on va dire qu'il faut penser de façon plus ouverte. D'accord. Et puis voir comment bien encadrer cette activité. Alors, Chantal Ayimou, le niveau des salaires, il était de combien quand vous commenciez? Bon, Valérie. Pardon, Valérie Kouassi, pardon. Oui, moi, j'ai commencé avec 10 000. Oui. 10 000. Bon, à l'époque, 10 000, c'était plus ou moins bien, non? Oui, un peu. À l'époque, quand même. Oui, à l'époque, oui. D'accord. Quand même 10 000, et puis 15 000, après 20 000, oui. 25 000. D'accord. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille avec les expatriés, donc ça a monté un peu. D'accord. Vous avez cette chance de travailler avec les expatriés qui, eux, sont plutôt, on va dire, réglo dans le traitement. Ouais. Le constat, c'est qu'avant cette émission, on a quand même pris la peine d'interroger donc des femmes donc, qui ont du personnel de maison. Et elles disent clairement, mais écoutez, on les prend en charge. Quand elles sont malades, on s'en charge. On les nourrit. On les héberge. En plus de ça, il ne faut pas qu'on nous demande de les payer sur la base du SMIC. Qu'est-ce que cela suscite en vous en termes d'analyse? OK. Moi, je voulais intervenir sur la question. Vous l'avez souligné tout à l'heure, M. Dier est revenu là-dessus. Ce sont des salariés, ce sont des travailleurs. Et au niveau de la législation ivoirienne, la législation n'a pas légiféré sur la question spécifique du travailleur domestique. D'accord. Vous convenez avec moi que tous les autres travailleurs ne logent pas forcément chez leur employeur. Absolument. Donc, ça veut dire que le travail domestique est un travail assez spécifique qui a des réalités qu'il faut prendre en compte. Et on les prend en compte dans une loi, à travers une loi qui réglemente. Par exemple, au niveau de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, l'OIT a légiféré sur la question parce qu'à travers le monde, ces travailleurs domestiques-là ont commencé à s'organiser pour revendiquer leurs droits. C'est quoi de plus normal? Donc, l'OIT a pris la Convention 189
pour le travail décent à l'endroit des travailleurs domestiques. Et dans cette convention demande à chaque pays de pouvoir légiférer au niveau national en prenant en compte les grands axes que la convention promeut. La convention promeut un travail décent. Quand on parle de travail décent, c'est un travail que je fais qui me permet d'être épanouie. Là, voilà, depuis près de, on va dire, 20 ans, elle est dans ce métier, mais si vous lui demandez de faire un bilan, il n'y a pratiquement rien. Donc, ce n'est pas un travail... Mais qu'est-ce qu'on fait en l'absence de l'application de la loi? Dans les faits, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dame-là qui disent il y a deux options. On reste sur le scénario actuel, donc on paye un salaire qui est supportable par nous, mais on fait la prise en charge totale. Ou alors, il n'y a pas de souci, elle se démerde, elle se soigne, elle se nourrit elle-même, elle repart chez elle le soir et tout. Et dans ce cas, je paye ce que la loi me demande de payer. OK, s'il n'y a pas de loi, il a dit, la loi prend en compte de façon générale. Donc, quand j'emploie, par exemple, un comptable, si j'ai les moyens d'employer un comptable, je l'emploie et je ne peux pas le payer à moins du SMIC, puisque si je le paye à moins du SMIC, je tombe sur le coup de la loi. C'est cela? Voilà. Alors que quand on prend un personnel de maison, si la personne loge chez vous, ce que la Convention demande, c'est que tout ce que vous lui donnez en nature soit évalué. D'accord, mais parfait. quand c'est évalué, ça ne doit pas excéder la moitié du SMIC. Par exemple, ici, notre SMIC, c'est 60 000. 66 000, on va Donc, dire. si j'emploie quelqu'un, et puis en fait, c'est un contrat de travail, la personne est libre de pouvoir rester ou de ne pas rester. C'est cela. Donc, quand vous négociez le contrat, tous ces aspects-là doivent pouvoir être pris en compte. Donc, une fois que vous convenez que la personne loge chez vous, vous vous entendez effectivement à évaluer ce que vous lui donnez en nature. Et ça ne doit pas être le fait de l'employeur lui seul. D'accord. Ça doit correspondre à un tiers, il me semble, Voilà. un tiers du salaire. Et Voilà. dans le cas inverse, quand la personne doit se déplacer, ne reste pas à la maison, il est prévu une prime de transport, de 25 000. Effectivement. C'est ça. 30 000 maintenant. 30 000 maintenant. Oui, de 30 000 maintenant. Bon, ça, c'est pour les entreprises normalement constituées. Est-ce que c'est applicable aux Non, ménages? on va dire c'est impersonnel. Et pour revenir à... Je suis d'accord avec vous que c'est assez flou quand même. La loi ne statue pas là-dessus. À la partie, on va dire, en nature du salaire, la Convention sur le travail domestique en parle pour dire qu'au niveau de chaque pays, en voyant les réalités du pays, on doit pouvoir décider de la proportion qui peut être supportée par l'ensemble de ces charges-là. Mais il ne faut pas aussi considérer que ces charges-là sont très générales, elles vont rester générales. Dire qu'on loge la personne, ce n'est pas la mettre dans un garage. Dire qu'on lui donne à manger, ce n'est pas lui donner des restes. Donc, on va dire, il faut aussi aller au-delà. Si on décide que désormais, on espère que ce test va être pris et que le salaire va être payé de moitié, donc 30 000 au lieu de 60 000, on doit pouvoir loger décemment la personne. C'est cela. Et on doit pouvoir lui donner à manger, on doit pouvoir la soigner. Voilà, donc on va dire qu'il faut aussi aller au-delà. On n'est pas à temps pour dire que certaines personnes s'occupent de leur personnel de la façon la plus humaine possible. Donc ces personnes-là, naturellement, quand elles prendront une quote-part pour tout ce qu'elles font, ce sera légitime. Mais celles qui ne font pas le minimum ne devraient pas. Princesse. Alors, quelles sont les sanctions encourues justement par les employeurs qui abusent ou qui maltraitent leurs domestiques? Ouais, on va dire déjà, au niveau social, quand on ne respecte pas les dispositions, malheureusement, au niveau de l'inspection du travail, on va recevoir cela quand la relation du travail va s'achever. Donc, ce qui se fait généralement, ce sera un paiement numéraire. On va essayer de régulariser les salaires qui n'ont pas été payés comme cela se doit sur une durée de 2 ans. Si la personne a eu cette durée-là, on va essayer d'imposer des dommages et intérêts pour les violations qui ont été connues. Et voilà, on en reste là. Mais au niveau pénal, il y a des relents, puisque s'il y a une plainte qui est portée pour tous les viols, tous les abus qui ont pu courir, là, il y a des peines de prison que peuvent encourir les employeurs. Pour revenir un peu sur ta question, quand on parle de ça, justement les licenciements, les réparations, est-ce que les motifs justement de licenciement pour ce personnel-là sont établis chez vous et comment on arrive justement à rééquilibrer les choses? Ce qui se fait, on est dans une législation qui est très écrite. Et malheureusement, le travail domestique n'est pas écrit. Donc vous allez voir que quand un personnel domestique va faire une gaffe,
on va réagir sur l'instant, va chez toi. Donc, on peut être fondé quant à la raison de la rupture, mais on n'a pas suivi la procédure disciplinaire, qui est le minimum. Et quand on ne suit pas la procédure disciplinaire, le licenciement qui est fait est nul et de nul effet, est considéré comme abusif, malheureusement. Donc, on va se retrouver, et dans le projet de test qui est travaillé par le RIDEF, le ministère de la Famille, et puis nous qui avons appuyé ce projet-là, le projet, c'est de dire, on va avoir des témoins majeurs au début de la relation de travail. Ces témoins-là seront appelés au moment où il y a des écarts qui vont être constatés. D'accord. Et c'est devant ces témoins-là qu'une rupture se ferait éventuellement avec le paiement de ce qu'il se doit. De sorte qu'on n'ait pas à dire, comme on ne sait pas lire et écrire et qu'il n'y a pas de témoins, donc on a pu le faire comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et comme on n'écrit pas, donc généralement, les licenciements sont abusifs. Et quel est l'état avec les agences de placement? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'agences de placement qui ne paient pas la totalité des salaires à ces jeunes travailleurs domestiques. Et ça, c'est un total désaccord avec la législation. Oui, oui. Mais elle a travaillé avec, elle dira. Oui, en fait, ce ne sont pas des agences de placement. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du RIDEF, on essaie de faire le plaidoyer pour que le secteur soit vraiment réglementé. Parce que nous-mêmes, en tant que les familles qui vont prendre des personnes dans ces soi-disant agences aussi prennent du risque parce qu'ils ne sont figés nulle part. On ne les connaît nulle part. Donc, quand on y va pour prendre du personnel, c'est un risque même qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. Et ces agences-là... Personne n'est déclaré, je suppose. Comment? Personne n'est déclaré dans ces agences. Oui, la plupart. L'agence en elle-même n'est pas déclarée. Donc, il y a un problème déjà à la base. Voilà, donc ils peuvent abuser de ces filles-là, prendre des retenues. Souvent, même quand vous allez, on demande à l'employeur qui vient chercher du personnel de payer une certaine somme. Et puis, à la fin du mois, on prend le premier salaire du personnel sur un certain mois. Bon, tout ça. Et à côté de ça aussi, il y a le problème de traçabilité. C'est pas parce que vous êtes passé par une agence qu'en cas de problème, on peut savoir d'où vient la fille de ménage. Ou alors, on va marquer une courte pause. On revient dans quelques petits instants seulement pour la suite des échanges sur la question des droits des employés de maison. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle de la situation des employés de maison. Elles ont aussi des droits. On en parle depuis maintenant une vingtaine de minutes avec Valérie Kouassi, présidente du syndicat national des travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire, Ulrich Djek, qui est inspecteur donc, du travail, et évidemment Chantal Ayimou, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Je propose qu'on marque une courte pause. On va revenir évidemment sur ce sujet-là. Juste le temps de parler de l'actu d'ici. C'est évidemment la pandémie du coronavirus. C'est l'épidémie du moment. Hélas, la Côte d'Ivoire qui enregistre à ce jour 6 cas dépistés positifs. La bonne nouvelle, c'est que le premier cas dépisté positif est désormais guéri. Il n'empêche, pour freiner l'évolution du virus, le Conseil national de sécurité s'est réuni hier et a arrêté 13 mesures. Et c'est le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, qui a justement lu le communiqué qui a sanctionné cette autre réunion du Conseil national de sécurité. On regarde justement ce communiqué lu et on revient juste après. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. 2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. 3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. 4. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. 5. Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. 6. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. 7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 8. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Mans, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. 11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de Covid-19. 12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. 13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Voilà, c'était donc le communiqué qui a sanctionné la rencontre extraordinaire du Conseil national de sécurité hier sur la question du coronavirus, et de ces décisions donc découle toute une panoplie de décisions, notamment cet arrêté, cette circulaire du ministère des Sports et des Loisirs qui annonce donc désormais la fin de la participation donc aux compétitions internationales organisées tant en Côte d'Ivoire qu'en dehors du territoire national, des championnats nationaux dans toutes les disciplines sportives et dans toutes les catégories de pratiquants, et également la fin des regroupements à caractère sportif tant dans des enceintes closes que sur les voies publiques. J'ajoute pour être complet que les évêques de Côte d'Ivoire ont aussi décidé consécutivement donc à cette décision du Conseil national de sécurité d'adopter les mesures suivantes. Interdiction donc, la fermeture du moins des établissements scolaires catholiques pour 30 jours, pas de séminaires, plus de rassemblements pastoraux, plus de célébration des sacrements. Voilà donc en gros pour ce qui est des décisions importantes prises donc par les évêques suite donc à la réunion du Conseil national de sécurité sur la question du Covid-19. Voilà donc pour ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Pierre, on revient à notre sujet du jour. Alors, vous rappeliez en introduction qu'il y a eu un rétro-pédalage quand on a essayé justement de mettre en avant les droits de ces travailleuses et de ces travailleurs plus généralement. Ça reste quand même très ancré dans notre culture d'avoir de l'aide pour travailler. Quand on a des personnes qui sont par exemple déclarées ou affiliées auprès d'un syndicat de travailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on constate qu'il y a plus de réserves? Est-ce qu'on refuse de les employer parce qu'on a envie de garder cette espèce de liberté dans le paiement? Qu'est-ce que vous constatez? C'est plus difficile de se faire employer quand on est syndiqué? Je pense que c'est plus facile. Plus facile? Oui, quand quelqu'un est dans le syndicat, je pense que c'est parce que toi-même qui es dans le syndicat, tu connais tes droits. Et quand tu connais tes droits, tu l'imposes aussi. Même, ils connaissent, nos employeurs connaissent nos droits. Ils connaissent, mais ils ne nous disent pas. Donc, si toi, tu es dans le syndicat, que tu connais tes droits, s'il fait comme s'il ne sait pas, tu vas lui imposer ça. Tu vas lui rappeler ce qu'il sait.
déjà. Mais c'est justement la raison pour laquelle, peut-être, comme Pierre le dit, ils ne veulent pas employer des gens qui sont dans des syndicats. Ceux qui sont dans les... En tout cas, dans le groupe, ceux qui sont dans les syndicats, ils sont déjà avec les employeurs. Ils travaillent déjà. Donc... Et justement, ça m'emmène à... Désolée. Hein. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait pour éduquer, justement, ces personnes ou sensibiliser ces personnes qui emploient des travailleurs domestiques? Oui, ce qu'on fait, c'est ça. C'est des émissions télé, des émissions radio, des émissions publiques. Au niveau du RIDEF, on a eu pas mal d'activités qu'on a menées pour sensibiliser justement les employeurs et même le personnel de maison aussi sur l'environnement de travail. Parce que aussi bien l'employeur que l'employé, souvent on confond. On confond. L'employeur, il s'est dit, non, c'est un service que je lui rends, bon, je le prends comme quelqu'un de ma famille, alors qu'il n'en est rien. La personne est sous votre toit. Il y a une relation, un lien d'hiérarchie. La personne est sous votre toit, elle travaille pour vous. À partir du moment où la personne travaille pour vous, vous rentrez dans le domaine du contrat de travail. C'est un travail que vous êtes en train de mener. Et si vous, en tant qu'employeur, vous ne prenez pas un certain nombre de mesures, si vous n'avez pas, peut-être comme elle le dit, ils le savent, mais souvent ils ne le font pas. Si vous prenez quelqu'un sous votre toit qui travaille pour vous et que vous ne prenez pas toutes les dispositions légales pour vous protéger vous-même en tant qu'employeur, quand va survenir un incident, vous serez devant vos responsabilités. Nous avons par exemple des cas où l'employeur, enfin la jeune fille, elle est allée au marché et elle est revenue. Elle sonnait juste à la porte pour qu'on vienne lui ouvrir et un taxi est venu la ramasser devant la porte, la traîner sur un certain nombre de distances et elle est restée invalide près d'1 an. Malheureusement, elle n'avait jamais été déclarée à la CNPS, elle n'avait pas d'assurance et sa chance, c'est que son employeur avait des moyens pour s'occuper d'elle. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart, la grande partie des Ivoiriens. Tout à l'heure, M. Dieng parlait de la déclaration par rapport à la CNPS. C'est vrai, hier, du personnel de maison, il y a une partie qui est déclarée à la CNPS, mais ils sont combien? Quand nous avons interrogé la CNPS, ils sont environ 1500. Et dans les 1500, ce sont essentiellement des expatriés. Alors que, comme vous l'avez dit... Oui, mais les expatriés sont bien payés, ils ont de gros salaires. Oh, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'une des raisons, la principale raison d'ailleurs. Dans nos habitudes, on a pris, on a adopté un certain nombre de comportements du fait qu'on a toujours besoin d'une aide. Mais une aide, pourquoi ne pas apporter tout ce qu'il faut à la personne pour que la personne soit à son aise quand elle travaille pour nous? D'accord. J'ai envie de doucher un peu votre enthousiasme à tous les trois et de parler un peu de l'envers de la médaille. Les personnels de maison ne sont pas exempts de tout reproche. Oui, comme tous les autres salariés d'ailleurs. Vous me direz, oui, d'accord. Parlons justement de ça. Il y a eu notamment des cas d'enlèvement d'enfants battus, de mineurs, dont d'ailleurs les repas où l'argent pour le repas est détourné par la servante et tout. J'aimerais quand même avoir l'avis de... Allez-y. Oui, pour ça, je peux dire que nous sommes beaucoup qu'on travaille, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas le cœur de travailler, qui ne sont pas, vraiment, qui ne sont pas, comment je peux dire? Professionnels. Il ne doit pas travailler, parce qu'il faut être prêt dans la tête. Il faut savoir ce que tu veux faire. Tu veux faire avec ce que tu vas recevoir, que de venir vraiment mélanger notre affaire. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler. Ces personnes-là, elles viennent, moi je pense qu'elles sont venues pour chercher un peu de l'argent. On dit que souvent des servantes vont pour chercher les maris des femmes. Ou alors elles vont et elles sont complices en fait de malfaiteurs, puisqu'elles sont des sortes de chevaux de Troie qui donnent toutes les informations aux malfaiteurs, à quelle heure le monsieur ou madame sont absents et tout. Enfin... C'est pas bien. Ce n'est même pas bien. C'est pas bien. Et ça ne nous arrange pas. Ça détruit le travail que nous qui voulons faire, que nous faisons. Ça détruit notre travail et ça gâte le nom du travail. Or, on doit savoir que ce que nous faisons, c'est un travail comme tout autre. Donc, toi qui n'es pas prêt pour venir te mettre dans le travail que nous faisons, vraiment, ce n'est pas la peine. Parce que ça ne glorifie pas le nom du travail que nous faisons. En fait, je voulais rebondir sur votre préoccupation. Effectivement, il y a des cas vraiment malheureux
qui arrivent et ce sont des cas que nous avons dénoncés toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons le plaidoyer depuis des années pour que le secteur soit réglementé. D'accord. Si le secteur est réglementé, on va identifier les agences qui seront formelles. Tous les Ivoiriens sauront qu'il faut aller recruter. Quand il faut recruter du personnel, il faut aller dans une agence. Et quand on prend quelqu'un dans une agence, on s'attend à ce que la personne soit formée, ait la qualification et que la personne maîtrise aussi l'environnement du travail. Quand on est dans une situation pareille, comme ce qu'on vit actuellement, il est normal... Avec des cas de violence sur mineurs et tout. On se souvient de cette vidéo virale qui a choqué toute la communauté. Comme elle l'a dit, en fait, il y a des réseaux aussi, il ne faut pas l'ignorer. Hein. Il y a des réseaux de malfaiteurs, comme vous avez souligné, qui s'organisent, qui viennent, pas parce que ils veulent, ces filles-là, elles veulent vraiment travailler, mais c'est parce qu'il y a un autre objectif derrière. Alors, comment on choisit une bonne employée de maison? De votre expérience ou de vos expériences respectives? Bon, moi, je pense que il y a deux manières. C'est de bouche à oreille, par des personnes qu'on connaît. Mais ça aussi, il y a toujours un petit problème derrière. Et puis, la deuxième façon aussi, c'est d'aller dans les soi-disant agences. Ça aussi, il y a toujours vraiment... Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas en sécurité, voilà. On n'est vraiment pas en sécurité. Et c'est pour cela que je voulais profiter aussi de cette opportunité pour continuer le plaidoyer auprès des autorités pour que le secteur du travail soit régulé. Valérie Kwasi, comment choisir une bonne servante? On a vraiment besoin de votre expérience là, en la matière. Non, c'est ce que madame vient de dire là. Ce n'est pas facile. Il faut connaître, par exemple, tu as une personne que tu connais bien, qui a une fille à la maison qui est bien, donc tu peux passer par elle et puis elle peut te donner une personne qui peut être bien. Et puis les agences, il y a d'autres qui sont bien quand même. Il y a d'autres qui sont reconnus, qui quand même font bien leur travail, qui ne sont pas là pour voler les gens. Donc, à travers eux, on peut aussi trouver... Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous embauchez toute une servante? Il faut faire une copie de sa carte d'identité? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a peut-être des... Si on prend sa pièce d'identité, on prend toutes ces informations, on cherche à connaître les membres de sa famille. D'accord. Et voilà. Très bien. Alors, comment on peut promouvoir la formation, justement, des travailleurs domestiques? Au niveau de la formation des travailleurs domestiques, il y a une bonne nouvelle en la matière, puisque le ministère de la Femme, Famille, Enfants a pris en charge sur elle de réformer les IFEF, les institutions féminines de formation féminine, pour intégrer la formation du personnel de maison. Et cette formation-là sera sanctionnée par un diplôme. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle déjà que le ministère prenne en charge la formation de ce personnel, qui va aussi venir régler le problème de la formalisation, je pense. Et puis, pour continuer dans ce sens, on va dire que le personnel domestique étant formé va coûter ce que ça va coûter aussi. C'est cela. Parce qu'on m'a dit, on est dans l'informel, on se contente des personnes qui n'ont pas la formation nécessaire. Et donc, on se dit que c'est normal qu'on paye les montants qu'on paye. Et dans le retour, c'est qu'on veut souvent un service de qualité et on n'est pas prêt à payer. Le syndicat et même le RIDEF s'organisent certaines fois pour former les membres du syndicat à la bonne exécution du contrat de travail, aux obligations des salariés. Parce qu'on est dans une émission sur les droits, mais il y a une partie obligation sur laquelle ces organisations travaillent pour permettre que leurs syndiqués, leurs membres soient de bons travailleurs. D'accord, on va parler rapidement, juste après la pub, des obligations d'une employée de maison. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle des droits des employés de maison, mais aussi des obligations, puisque quand on dit droit, il y a forcément en face des obligations. Alors, Valérie Kwasi, qu'est-ce qu'une bonne employée de maison devrait se garder de faire ou qu'est-ce qu'elle devrait faire? Une bonne employée de maison doit respecter ce qu'elle doit faire à la maison. Elle doit écouter son patron. Elle doit suivre toutes les instructions que son patron lui inflige. Ne pas faire ce qu'elle a l'habitude de faire à la maison. Je dis toujours que tu peux travailler dans 10 maisons. Chaque maison a ses réalités. Tu ne peux pas dire que je connais chez Pierre, pour cela je connais chez Paul.
C'est jamais ça. D'accord. Quand tu arrives chez une personne, il faut savoir ce que la personne veut. C'est en fonction de ça que tu vas lui offrir un travail qui va lui... Et si tu veux être avec une personne, il faut chercher à le connaître, faire ce que la personne te demande de faire. D'accord. Tu ne dois pas faire ce qu'il ne veut pas. Quel est le scénario idéal? D'avoir une employée de maison qui reste constamment à la maison en permanence et le week-end, à la limite, on la libère ou un jour de la semaine, ou plutôt qu'elle vienne travailler en journée et reparte chez elle le soir? Moi, je trouve que, comme moi, je n'aime pas dormir, je préfère que les gens descendent, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça te donne le temps de te reposer un peu aussi chez toi, voir un peu aussi toi aussi ta famille, que de rester tout le temps et puis descendre une fois en semaine. Vous avez vu la vidéo de la servante qui battait justement la gamine qu'elle avait en charge. Comment vous l'avez vécu? C'est triste. Je n'ai pas pu supporter ça et je lutte pour que cela ne se répète pas dans notre milieu. Voilà. C'est pour tout cela que nous avons mis le syndicat sur pied. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le travail. Parce que si toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais, c'est compliqué. Il faut aimer ce que tu fais comme travail avant de pouvoir donner à ceux qui t'emploient. D'accord. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier-là? Oui. D'accord, très bien. Pierre? Alors, on parlait justement de la professionnalisation des employés de maison et du fait que ça va revenir plus cher. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner un coup d'épée dans l'eau puisqu'on sera tenté d'aller chercher la petite cousine du village ou la petite... Comment on gère ça au final? Est-ce que ça va évoluer? Oui, ça c'est une question réelle. Aujourd'hui, même avec la loi sur l'école obligatoire, il n'y a plus de petites filles qui traînent. Toutes les petites filles vont à l'école. C'est cela. Si vous faites un tour d'horizon, vous allez voir qu'actuellement, il est difficile d'avoir un personnel de maison. Pour dire que c'est une réalité. On ne peut pas... On ne va pas y échapper. On ne va pas y échapper. C'est une réalité et il faut que nous puissions nous préparer à ça, prendre toutes les dispositions sur le plan législatif, à tous les niveaux pour y arriver. Sinon, on ne va pas y échapper. D'accord, très bien. Alors, dans cette émission, il y a le kiff du web. Le kiff du web, en fait, c'est Princesse qui va sur Internet, qui nous ramène toujours des vidéos plutôt insolites, inédites. Et ce soir, on n'a aucune idée de ce qu'elle nous a préparé. Voilà. Bon, comme on est un petit peu dans la vague du coronavirus, je ne veux pas que les gens le prennent. C'est la vague, la tendance. En espérant que c'est une tendance qui part très vite. Oui. Bon, on ne veut pas non plus être méchant, il ne faut pas que les gens le prennent mal. Oui. Mais le coronavirus inspire beaucoup de gens, et spécialement musicalement. D'accord. En images tout de suite. Coronavirus. Alors, Princesse, personnellement, je n'ai aucun problème avec ce concept de coronavirus. Très honnêtement, écoute, c'est pas la première fois. Il y a eu grippe aviaire, il y a eu tout, quoi, ok? Mais par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer le pas de danse? Je comprends pas. C'est comme ça que le virus se déplace ou quoi? Je comprends pas cette histoire de bras levés, coronavirus. À mon avis, ça ne sera pas le premier d'ailleurs. Et ça a inspiré plus d'un, hein. Il y a dans le domaine, ici comme ailleurs. Il y a des reprises, des parodies justement. Mais en même temps, c'est bien d'accueillir aussi positivement ces choses. Ça va l'aider à s'en aller. Absolument. Tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas de public ce soir, évidemment, et ce sera ici d'ailleurs pour quelques jours encore, évidemment, puisqu'on est, pour un peu reprendre le terme de Princesse, dans la tendance du coronavirus. En gros, on se plie donc aux décisions des autorités sanitaires en la matière pour prévenir, mais surtout bouter hors de la Côte d'Ivoire, mais sinon hors de la terre même, ce virus qui plombe donc la dynamique. On marque une pause, il y a la pub. Juste derrière, sur la scène de la télé d'ici, ah tiens, ça on l'a conservé quand même, malgré le coronavirus, la prestation artistique avec notamment la T-Band. La T-Band, c'est le nom du band, de l'orchestre de la télé d'ici. Dans quelques secondes seulement. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée ce soir aux droits des employés de maison. Je vous donne la possibilité, messieurs, dames, de conclure un peu cette affaire. Alors, votre conseil, évidemment, Valérie Kouassi? Mon conseil, c'est que vraiment, je veux que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre en compte notre histoire. Le problème des travailleurs et travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire, que
nous ayons, comment on dit, le syndicat que nous avons mis sur pied, que les syndicats puissent, qu'à travers le syndicat, nos voix puissent toucher l'État. D'accord. Et qu'ils puissent nous écouter. D'accord. Parce qu'étant seul, personne ne m'écoutera. Si on est nombreux, l'État va nous écouter et nous pourrons avancer. D'accord. Mais l'État est juste à côté. Ulrich Dje. Je dirais droits et obligations du travailleur domestique. Autant le travailleur domestique a des droits qu'on doit respecter, autant le travailleur domestique devrait avoir conscience des obligations qui sont les siennes, de sorte que nos familles en sortent grandies. D'accord. Chantal Aïmou? Je dirais que le secteur du travail domestique est un secteur avec lequel on pourra compter. Et il faut que les gouvernants essaient de regarder ce secteur. Ce secteur peut permettre de juguler le problème de chômage des jeunes. Ce secteur peut permettre aux femmes, et s'il est réglementé, d'être autonomes. Parce qu'on retrouve près de 90% de femmes dans ce secteur. Et ce secteur peut permettre aux familles d'être vraiment autonomes. Parce que vous imaginez, si moi, je n'ai personne à la maison, je ne peux pas venir faire une émission ici. C'est cela. Si le médecin ou le président de la République même n'a personne pour lui faire à manger à la maison, il ne pourra pas aller vaquer à ses occupations. Pour aller au restaurant. Voilà. Donc ça veut dire que chacun de nous, à tous les niveaux que nous soyons, nous avons besoin de ce personnel. Absolument. Donc il faut réglementer ce secteur pour le bonheur de tous. D'accord. Merci Chantal Aïmou, merci à Ulrich Dje. Merci également à Valérie Kouassi d'être passée par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse. Ce sera tout pour la télé d'ici. On vous laisse en compagnie d'une voix sublime. Je n'en dirai pas plus d'ailleurs. Elle se nomme Marie Jo. Elle nous interprète ce soir sur la scène de la télé d'ici When You Were Young de Adele et Moa de Feu Mossi. Elle est accompagnée justement de la T-Band, l'orchestre maison, l'orchestre résident. Au piano, Kevin. À la batterie Vivien, à la basse Enoch, à la guitare solo Monsieur Geoffroy Kamata et au chœur Daphné Royal et Andy Marijo et right now sur la scène de la télé d'ici. À demain, take care. From the way you talk to the way you move, everybody here is watching you, 'cause I feel like home, you're like a dreams come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself for that love. Open you someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. The honest reminds me of where we are. Let me photograph you in the sunlight. The kind it is the last time that we might be exactly like we were before we realized what we say to get it on. For minutes the razor lays. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my feet, 'cause nobody told me that you'd be. And I swear you move overseas. That's what you said when you left for me. You still look like a movie.
Good job. Marie-Jo, merci de l'applaudir. Ça va, Sang, ou pas? Marie-Jo?